raconter ma vie en détail, parce que là, ça prendrait des heures et des heures, comme chacun, surtout que plus on est vieux et plus on a une vie longue à raconter. Donc, je vais surtout, en fait, je suis tombé sur Internet comme par curiosité, des gens me disaient qu'il y avait des trucs contre moi, etc. Donc j'ai regardé, et puis effectivement, et alors j'ai regardé d'autres noms et j'ai trouvé la même chose, qui est assez curieux. Donc je vais parler d'un monsieur qui s'appelle Thierry Casasnova, qui a, on va dire, qui promeut sur Internet un régime de santé à base de jus, de fruits, de légumes, etc. Et qui, lorsqu'on tape son nom, on voit apparaître sur Google bien sûr, hein, on voit apparaître immédiatement un tas d'articles critiquant ce personnage et le dénonçant comme... Alors, en général, on sert toujours des mêmes termes, à savoir, on le traite de gourou, on le traite de... vénal, on le traite, en fait, grosso modo, quelqu'un qui embobine les gens et qui en profite pour se faire de l'argent. Or, il se trouve que je connais bien ce domaine et que même si en ce qui concerne, j'ai pas, il y a beaucoup de choses qui pourraient être approfondies sur ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses... mais bon, il n'est pas médecin, c'est pas, et puis c'est pas vraiment le sujet. Le sujet réel, c'est que il permet à un tas de gens effectivement d'accéder à des traitements naturels qui sont efficaces. Pour pouvoir offrir cela, il a dû lui-même passer un temps énorme en recherche, en expérience, parce que tout ça c'est quoi? C'est rien d'autre que des remèdes traditionnels du monde entier, de nos aïeux, de ce qu'on appelle les recettes de grand-mère, etc., mais qui ont un effet bien réel. Et aujourd'hui, la plupart des médecins naturopathes savent très bien et l'utilisent aussi. Donc, la façon dont elle s'est présentée par Thierry Casasnova, il n'y a que du positif. Après, il est bien évident qu'il y a des règles normales que chacun au niveau santé doit respecter, tenir compte de sa propre physiologie, tenir compte de la qualité des produits qu'on utilise, enfin bon, les choses évidentes. Et le fait on lui reproche aussi de percevoir des commissions sur... grosso modo, on l'accuse presque d'avoir encaissé 20 000 € pour son association, etc. Mais il a plusieurs personnes avec lesquelles avec cet argent lui sert à les rémunérer, il a tout le matériel, il a tout le temps, et il y passe 15 heures par jour. Je ne vois pas en quoi avoir encaissé 20 000 € en une année, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout dans les conditions, etc. Et puis même si c'était plus, de toute façon, en quoi c'est mal? Quand vous avez un tas de types qui foutent rien en France, qui passent d'un buffet, d'un dîner, d'un truc, qui se gavent, qui se vautrent et tout, et à qui on offre des 15, 20, 30 000 € par mois, des voitures de fonction, des gardes du corps, des chauffeurs, des trucs. Et par contre, un mec qui arrive à gagner sa vie, même correctement, en apportant de la santé aux autres, c'est mal. Ça me paraît aberrant d'avoir ce genre de raisonnement. Et curieusement, donc, j'ai cherché d'autres personnes, d'autres choses, et puis alors j'ai cherché aussi le contraire, c'est-à-dire des trucs qui sont véritablement des crimes contre l'humanité, tels que par exemple le Codex Alimentarius. Ça c'est célèbre, il y a eu, je crois que c'est des centaines de millions de plaintes contre cette règle du Codex Alimentarius au moment où il est passé. Enfin bon, là on est vraiment dans un phénomène qui est grave, qui est sérieusement... or, si vous marquez Codex Alimentarius, vous verrez toutes les premières pages, c'est que du bien. C'est que des sites positifs qui vous le présentent comme quelque chose de bien, tout le travail. Il faut sauter les premières 2-3 pages pour commencer à arriver sur les sites qui dénoncent ce Codex Alimentarius pour ce qu'il est réellement. Et c'est la même chose pour tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites des recherches sur Google, sur n'importe quoi, eh bien vous avez des gens qui supervisent tout cela. Et généralement, les gouvernements payent un droit à Google, à Yahoo, à YouTube, etc., pour avoir le droit de manipuler ces positions. Donc, tout est faussé, tout est triché. Donc, si on veut faire une vraie recherche, il ne faut surtout pas se servir de Google. On peut s'en servir comme première référence, et tout de suite après, il faut aller voir d'autres types de chercheurs, comme XQuick, comme DuckDuckGo, et là, il y en a plein. Et ceux qui ne sont pas liés, parce que Google a une multitude d'autres sites qui lui sont liés directement, mais quand ils ne sont pas liés à Google, alors là, on a un résultat complètement différent.
De même que quand on fait une recherche, il faut la faire sérieusement, c'est-à-dire surtout pas se contenter du français, car le français est la langue la plus contrôlée sur Internet, il faut le savoir. Et donc c'est là où c'est le plus difficile de chercher en français, parce que tout est parfaitement contrôlé. Je suis arrivé en France en 2013, exactement, après avoir passé 20 ans en Espagne. Et quand je suis arrivé en France, j'ai découvert sur Internet et sur les relations, même si avant, de temps en temps, j'allais voir les sites Internet où j'avais des relations par les réseaux sociaux avec quelques personnes. Globalement, quand on arrive en France en 2013 et qu'on regarde un petit peu l'information globale de la dissidence, c'est-à-dire des gens qui essaient de dénoncer, les lanceurs d'alerte, etc., on s'aperçoit que la France a des années de retard sur le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle absolu en France. C'est une chape de plomb qui couvre la France. Et c'est pas sans raison que les instituts, les organismes internationaux officiels classent la France le numéro 1 mondial de la censure. Et c'est pas sans raison, c'est bien réel. Donc quand on arrive en France et puis qu'on constate que les gens découvrent des choses qu'en fait dans les autres pays on sait déjà depuis des années, alors on se dit la France, il y a vraiment un sérieux problème. Alors lorsque j'ai lancé cet appel pour le 14 juillet, je l'ai lancé en 2014, je savais que les gens n'étaient pas encore complètement informés, il commençait à y avoir quand même beaucoup de gens qui se réveillent. Et puis la France se réveille vite. Ça c'est peut-être une compensation, il y a ce fond d'esprit français bien très ancien, presque gaulois on pourrait dire, de ce sentiment, le français il est un petit peu désordonné, il est franchouillard, toujours un peu révolté, toujours un peu prêt à prendre le contre-pied, etc. La nature française, et puis tout ça sur la base de la Déclaration des droits de l'homme, où le français est quand même fier d'être le pays phare du monde en ce qui concerne ses droits de l'homme, et donc le français se réveille vite. Alors donc, j'ai lancé cet appel sur la base d'un esprit pragmatique, à savoir que dénoncer, crier, se plaindre, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Manifester, ça ne sert à rien. Tout ça, on le sait maintenant. C'est comme tout ce qui est vote blanc, abstention, ils s'en foutent, ça ne les dérange pas. Vous parlez ensuite de blocage des prix, de faire bon, on consomme plus d'essence, on ne va plus acheter si on retire notre argent de la banque. Enfin, il y en a des multitudes d'offres de ce genre, mais qui n'ont jamais, aucune fois fonctionné. Ça ne sert à rien. Donc, pragmatiquement parlant, si on cherche réellement un moyen de changer la situation, il faut changer le système. Et changer le système, quand on étudie la Constitution, qu'on étudie un petit peu le droit, on se rend compte rapidement qu'en fait, il y a très peu de moyens, il n'y en a que deux. Il y a concrètement de faire soit une révolution violente, soit d'utiliser le droit par un Conseil national de transition. Ce qui est une opportunité qui est assez récente, mais au moins qui existe. Et donc, c'est à partir de ce choix qu'on a lancé ensuite ce Conseil national de transition, etc. Alors, pour parler de moi, je n'ai jamais prétendu être quelqu'un de parfait, ni quoi que ce soit. Je suis exactement comme tout le monde. Et être comme tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des choses bien, j'ai fait des choses mal. Ça veut dire que la même personne, et je pense que chaque personne qui est en train de m'écouter va se dire la même chose. Dans votre vie, vous avez des moments où vous avez fait les choses bien, et dont vous êtes fier, et puis vous avez des moments où vous avez fait les choses mal, et vous n'en êtes pas spécialement fier. Et puis on est aussi, on évolue, c'est-à-dire qu'il y a des bêtises qu'on a fait à 20 ans qu'on ne fait plus à 30, il y a des bêtises qu'on fait à 30 qu'on ne fait plus à 40, et ainsi de suite. Et puis on évolue en permanence, donc on prend conscience de ce qu'on a fait, on se connaît mieux soi-même, et on évolue en permanence, en tous les cas si on veut évoluer dans le sens du bien. Et là, c'est effectivement beaucoup de paramètres extérieurs qui viennent s'y mettre. Bon, pour ma part, j'étais quelqu'un de pas très bien, c'est-à-dire en clair obsédé par la réussite sociale, par l'argent, par le conditionnement auquel j'avais été soumis peut-être par mes parents, enfin bon, sans raconter ma vie dans le détail. Toujours est-il que j'ai passé, on va dire, les 15-20 premières années de ma vie professionnelle uniquement à faire de l'argent, à en profiter, même pas à chercher à me ranger, on va dire, mais plutôt le contraire, à en vouloir de plus en plus, et toujours plus, et profiter des belles choses de la vie, tout ce qui... Voilà, j'étais intéressé essentiellement par tout ça. Et puis, il y a quelque chose qui est venu bouleverser ma vie, c'est la naissance d'un enfant.
Alors bon, ça a été tout d'un coup les questions, est-ce que les vaccins c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça a été tout d'un coup porter tout l'intérêt non plus sur ma propre personne, mais sur une autre personne, et puis réorganiser complètement ma vie à partir de cela pour le bien de cet enfant. Et là, ça m'a amené à la réflexion et à écrire le premier livre de la démosophie dans lequel je dénonçais tout ce que j'avais vécu, parce que le hasard m'avait mis en présence de nombreux politiciens, de beaucoup de gens du showbiz, beaucoup de gens de la mafia, et donc je connaissais un petit peu toutes les manipulations. J'ai vu toutes les affaires Pasqua, Chirac, Mitterrand, l'affaire Urbain-Graco, les affaires de faux billets, les affaires de faux chèques, de fausses cartes bleues, enfin, j'ai connu complètement tout cela, tous les acteurs de cela, j'ai vu les officines de Chirac avec les fausses traites, les escroqueries sur les sociétés, etc. J'ai vécu tout cela, et un beau jour j'ai écrit un livre pour dénoncer tout cela. Et à la même période, j'étais en même temps, parce que la vérité c'est que j'ai jamais su ce qu'il en était réellement, mais à la même période, j'avais monté un cabinet juridique d'audit d'entreprise, et à la même période, donc, il se trouve que pour moi les affaires allaient très bien. Je sors ce livre et en même temps, je lance une association pour des artisans qui se plaignaient dans leur région de corruption de la part des marchés publics, de la part des maires, de la part de présidents de chambres des métiers. Enfin, il y avait toute une corruption organisée dont ils se plaignaient et ils cherchaient une solution pour ne pas voir tous les chantiers leur passer sous le nez. Et donc, je me suis intéressé à ça. J'ai développé quelque chose qui a très bien fonctionné, trop bien fonctionné, qui a dérangé donc ceux qui menaient le jeu dans cette région, et je me suis retrouvé en l'espace de... Imaginez un petit peu une association qui se crée, donc une association loi 1901, une association simplement de simples artisans. Cette association, 15 jours après sa création, reçoit un contrôle fiscal, un contrôle sécurité sociale, un contrôle sanitaire, et je ne sais plus, un quatrième. En tous les cas, 4 contrôles en une semaine. 15 jours après sa création, c'est-à-dire que c'est un truc inimaginable, on n'a jamais vu ça. Et là-dessus, je reçois aussi convocation par le service de répression des fraudes, je reçois convocation par le tribunal, et je rencontre des gens qui ne font jamais rien d'officiel, c'est toujours une convocation par téléphone, ou des flics qui viennent taper à la porte et qui me donnent en main un papier me disant vous êtes convoqué tel jour à telle heure. Voilà, mais jamais une lettre écrite s'expliquant des choses ou quoi que ce soit. Et quand je me rends à ces convocations, j'ai des gens en face de moi qui ne posent toujours rien par écrit, qui n'utilisent aucun article de loi, simplement qui me disent il faut que vous fermiez, il faut que vous arrêtiez cette association immédiatement, il faut fermer tout cela, il faut dissoudre, etc. Et moi je les envoie promener, bien sûr, par premier réflexe, c'est-à-dire par réflexe ancien, de l'époque où mon père avait réussi à me faire croire qu'en France il y avait une justice et qu'il n'y avait pas de souci, il y avait des lois, etc., etc. Bon, j'étais naïf. Et cette naïveté m'a coûté très cher, puisqu'ayant refusé tout ça, un beau jour les flics ont débarqué chez moi et avec des mitraillettes, ils sont arrivés à une quinzaine, et ils m'ont complètement ruiné, complètement ma vie. En très peu de temps, en un rien de temps, ils sont arrivés. Alors le truc, c'est, d'ailleurs j'avais parlé avec pas mal de gens à qui il arrivait la même chose, ça commence toujours de la même manière, on a reçu un coup de téléphone anonyme. Alors soi-disant, le procureur aurait reçu un coup de téléphone anonyme comme quoi j'étais l'auteur et l'organisateur de tous les hold-up et braquages de banques qu'il y avait eu dans la région. Et donc c'est sur cette invention qui débarque chez moi, je ne vais même pas dire perquisitionne, ils pillent ma maison, toutes les valeurs, etc. Ils ont tout volé. Et je me retrouve donc en prison, sous le régime de grand banditisme, accusé de prise d'otage, de tentative de meurtre sur des gendarmes, enfin tout ce qui s'était passé durant les braquages pour lesquels ils n'avaient pas de coupable, et qui m'a donc mis sur le dos. Comme ça ne tenait pas trop la route, au bout de quelques mois, ils sont passés à autre chose, et là ils m'ont rajouté grosso modo une dizaine d'accusations, toutes plus fantaisistes que les autres. Toujours est-il qu'ils m'ont fait quand même passer 3 ans en prison, que quand je suis sorti, j'avais plus rien, mais vidé absolument tout. Tout ce que j'avais, ils m'ont tout pillé.
Et dégoûté de la France, dégoûté aussi d'avoir découvert durant tout cela qu'il y avait un lien entre procureur, président de la Chambre de commerce, président de la Chambre des métiers, avocat, tous de la même loge franc-maçonne, et tous liés ensemble, et tous copains comme cochons pour me mettre dans le trou. Et même l'avocat qui aurait dû me défendre a fait tout le contraire. Donc vraiment, c'est une mafia. Et je me suis trouvé face à cette mafia dont j'avais entendu parler avant. On m'avait proposé plusieurs fois l'entrée dans la franc-maçonnerie, etc. J'avais toujours refusé. Et je connaissais pas cet aspect de la franc-maçonnerie. Et je ne savais pas à quel point non plus ils étaient puissants et contrôlaient des régions complètes. Et donc voilà, dégoûté de tout cela, n'ayant jamais su pourquoi tout ça s'était passé, si c'était parce que j'avais monté cette association qui les dérangeait et qui dérangeait leurs petites affaires économiques, ou si c'était parce que j'avais écrit ce livre de la démosophie. Toujours est-il qu'au bout de 3 ans, quand ils ont bien voulu me lâcher, j'étais complètement ruiné, paumé, on se retrouve dans la rue sans rien, et dégoûté de tout. Je suis parti donc vivre à l'étranger. Ensuite, la deuxième partie de ma vie, donc si la première partie de ma vie, je l'ai passée dans la gestion d'entreprise, dans l'économie, dans tout ce qui était la finance et le conseil juridique, la deuxième partie de ma vie, je l'ai passée dans le domaine médical, un peu par le hasard. Les circonstances, encore une fois, de la vie qui font que je me suis retrouvé à travailler dans ce domaine-là. Et là, j'ai découvert qu'il se passait la même chose, à savoir que là aussi, c'était magouille et compagnie. C'était, je vais donner un exemple tout simple. J'ouvre une première clinique, mais alors vraiment, l'ouverture, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore reçu un seul patient. On fait l'inauguration de la clinique. Et ce jour-là, je reçois la visite d'un type qui représente un laboratoire et qui vient m'offrir les produits. Et qui arrive avec 2 télécouleurs, un vélo pour chacun de mes enfants, et ça c'est cadeau de bienvenue parce que vous ouvrez une clinique, etc. etc. Merci, c'est gentil, et bon, et effectivement, de toute façon, je n'avais pas trop le choix, il fallait que je lui commande quelques produits, donc j'en ai commandé. Mais après, j'ai aussi été invité à des congrès, des séminaires, enfin le système habituel par lequel, et là, vous êtes invité à un séminaire, quand vous débarquez de l'avion, il y a un type qui vous reçoit avec une belle voiture, qui vous emmène dîner dans un grand restaurant, qui vous emmène ensuite faire le tour des bars avec les filles et le champagne, etc. Et en fait, la vie médicale, c'est ça. Le monde médical, c'est ça. C'est les grands labos, les grandes entreprises qui rincent et corrompent à tout va. Et puis, quand on approfondit un petit peu plus, alors on découvre des choses de plus en plus graves. Et là, grâce aux médecins qui ont travaillé avec moi, grâce aux différents praticiens de différentes nationalités d'ailleurs, qui ont travaillé, ensuite j'ai monté d'autres cliniques, donc qui ont travaillé avec moi, j'ai pu en apprendre vraiment beaucoup et découvrir toute l'horreur du monde médical, etc. Et donc, je réintègre et je reviens en France en 2013, alors que depuis 2004-2005, j'avais décidé de reprendre un petit peu mon combat de la démosophie, c'est-à-dire de relancer, réécrire la démosophie pour dénoncer cette fois-ci non pas seulement ce que j'avais découvert et vécu en France, mais aussi tout ce que j'avais compris du monde, tout ce que j'avais compris du monde médical également, et dans toutes les branches, y compris l'éducation nationale, tout ce que j'avais constaté aussi par mes enfants, par tout ce que j'avais pu vivre. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé ensuite à vouloir essayer d'informer mes contemporains de ce qui se passait, et en même temps toujours avec cet aspect pragmatique de dire il y a des solutions, c'est pas seulement de se dénoncer, de se plaindre, il y a des solutions, donc c'est bien de faire un constat de ce qui ne va pas, à condition qu'il soit utile, qu'il serve à quelque chose, et donc qu'il serve à une réaction. Or, la réaction aujourd'hui possible, c'est celle de la révolte, de la révolution, il n'y en a pas d'autre, car les gens qui ont, la mafia qui occupe le pouvoir, est sélectionné de telle manière que ces gens ne lâcheront jamais. Et ils ont monté un système à travers ce qu'ils appellent leur république, qui est un système par lequel ils empêchent toute intrusion. C'est à eux, et rien qu'à eux. Et on pourra changer tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut changer, c'est l'un, l'autre à la place de l'autre. Mais c'est tout, c'est toujours les mêmes. Et quand vous regardez un peu le niveau politique d'un pays, quel qu'il soit, parce que ça marche de la même manière dans tous les pays, contrôlé par la République et contrôlé donc au-dessus par les mêmes gens qui
forment une sorte de supra-gouvernement qui contrôle donc tous les gouvernements, vous apercevez que dans chaque pays, vous retrouvez toujours les mêmes acteurs pour les mêmes choses. Et en France, vous avez eu le pire de tout ce qui a été Sarkozy, qui, depuis qu'il est arrivé, toutes les lois les pires, les lois policières, les lois liberticides, les lois, tout le pire est arrivé dès que Sarkozy est arrivé en place. Mais ensuite, ça a continué, et tous les uns après les autres, parce que Sarkozy était appuyé par Fillon, Juppé mettait son truc, celui qui est à l'opposé, il approuvait en même temps, et puis quand après on tourne, et puis que c'est plus Sarkozy que c'est un autre, ben c'est quand même le même programme qui continue. On nous vend une illusion de l'un à l'autre, et puis de toute façon, ils sont tous contents, parce que le mec, il n'est pas élu, il a perdu, mais c'est pas grave, il est dans un parti politique, et toujours avec notre argent, de toute façon, on va le financer. Et le gars, il continue à mener la grande vie, mais cette fois-ci de l'autre côté, comme s'il était réellement dans une opposition qui n'en est pas une, qui est juste une multiplication de partis politiques qui nous soutirent un fric énorme, avec lequel ils vivent royalement pour se repasser le pouvoir entre eux tranquillement, etc. C'est comme une sorte de petit jeu. Et donc, à chaque fois, vous avez le droit de choisir votre maître. Nous, voilà, il y en a un qui tient le fouet, et puis les esclaves, ils ont le droit juste de dire qui est-ce qui tient le fouet. Ah, c'est plus au Sarkozy, ben on va passer à Hollande. Là, c'est plus Hollande, ben on va passer à Fillon. Mais c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Et ils suivent tous le même programme. Ils ont des maîtres, ils leur obéissent et ils suivent le programme parce qu'ils ne peuvent pas dévier d'un poil. Or, quand on a pris conscience de ça, alors, je crois qu'il faut se battre parce qu'on s'aperçoit que toute notre société en pâtit. Et quand on voit aujourd'hui que déjà, moi j'ai vécu des choses complètement anormales de la justice où j'ai tout d'un coup mis les pieds sur terre et découvert à quel point elle était corrompue, à quel point elle était mensongère, à quel point elle était aussi vide de sens dans son fonctionnement. Quand je vois ce qu'elle devient maintenant, où aujourd'hui les parents des victimes du Bataclan et de Nice, il y a des affaires tellement louches là-dedans qu'ils déposent plainte et on classe sans suite une plainte où il y a des centaines de personnes qui ont été assassinées. Non, classées sans suite. C'est-à-dire ça n'a aucun intérêt. Alors après, on se dit, c'est un truc de fou, quoi. Et on rentre ensuite dans les affaires de pédophilie, graves, avec des enfants qui sont des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, comme l'affaire de Montreuil. Et à chaque fois, on va classer sans suite. On se dit, c'est incroyable, c'est pas possible. Ah, on fouille un petit peu comment ça marche la justice. Et là, on découvre qu'en fait, la justice, c'est pas la justice. C'est les politiciens qui mettent en place leurs propres hommes à l'intérieur. Et c'est eux qui décident si on poursuit, si on poursuit pas. C'est eux qui interviennent, qui trafiquent les dossiers, qui peuvent tout faire. C'est les politiciens, c'est de la franc-maçonnerie, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils sont tous liés ensemble. Et quand par malheur, par extraordinaire, un procureur, par exemple, puisque là on parle du parquet, qui appartient complètement aux politiciens, quand on parle d'un type dans ce domaine-là qui va être intègre, qui va être honnête, qui va essayer de faire son boulot proprement, mais c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Et celui-là, par contre, il se fait un nom et puis il est mal vu. Hein. On le met on le vire, on l'écarte de pouvoir gêner le pouvoir. Et je pense en disant ça, par exemple, à Éric de Montgolfier. Éric de Montgolfier était quelqu'un d'à peu près honnête, intègre, même si c'est dans le cadre de loi illimité par le cadre qui lui avait été prescrit. En tous les cas, il s'y tenait proprement. Et du coup, il était écarté, il gênait. Donc voilà, on est vraiment dans un monde complètement vicieux, pernicieux, pervers. Tout cela pour uniquement l'intérêt des politiciens. Qui détruisent toute notre vie sociale, qui détruisent notre économie, qui détruisent notre santé, tout ça pour se maintenir. Alors j'estime qu'à partir de là, si j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent dans le monde qui se prépare, qui va être encore pire forcément, puisqu'on voit que ça se perd. C'est vraiment la notion du mal qui remplace celle du bien, et qui dirige toute notre société. Donc qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, tout parent normal n'a pas envie de voir ses enfants vivre les horreurs qui se dessinent, donc il va essayer de réagir. Alors pour réagir, sans se lasser, on a fait un premier appel qui a quand même mobilisé plusieurs milliers de personnes. On a refait une deuxième qui a permis de faire une déclaration officielle et publique avec tous les fondements juridiques pour établir qu'en matière de droit, de véritables droits, la plupart de nos dirigeants devraient être sous les barreaux. Et puis maintenant, on déclenche un référendum pour éviter le pire à la France, pour éviter qu'elle passe complètement sous les ordres du Club Bilderberg, qui est le supra-gouvernement, mais surtout pour que la France ne disparaisse pas en tant que phare des droits de l'homme. Car la France a cette image dans le monde entier. Et les gens du monde entier pensent, si j'arrive en France, je suis protégé, parce que là, il y a les droits de l'homme. Quoi qu'il arrive, c'est les droits de l'homme. Mais c'est une fausse image que tous les étrangers ont de la France. Parce que les droits de l'homme en France, ils sont complètement bafoués, détruits par nos politiciens. Et ce qu'ils veulent, c'est les abattre complètement.
c'est ce qui leur permettra de donner tous les pouvoirs aux multinationales, de diriger notre vie, de diriger notre pays et de contrôler tout le monde. Donc je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas tout faire pour essayer de permettre à ses enfants d'avoir une vie meilleure et surtout de plus subir ce qui est en train de se passer. Et je crois aussi qu'on ne doit jamais se décourager, que la bataille elle sera perdue quand on aura abandonné, mais tant qu'on n'abandonne pas, elle n'est pas perdue. Donc je crois qu'en lançant un référendum maintenant pour le 2 avril, tous ces gens qui travaillent au Conseil national de transition et qui sont les premiers, il est évident qu'ils ne sont pas assez nombreux pour couvrir les 36 000 mairies de France, mais tout ce qu'ils ont préparé, etc., permet que chaque Français puisse tout d'un coup se responsabiliser. Alors je sais que c'est énorme, je sais qu'il est encore trop tôt, que plein de gens sont conditionnés par les télés, par tout ça, conditionnés par la peur, par la menace, les gens sont très faibles. Et puis en plus, ils sont bourrés de produits chimiques, etc., qui diminuent leur propre capacité. Donc forcément, c'est très difficile. Mais peut-être qu'il y aura quand même assez de gens pour avoir la volonté de se dire, bon, bah, je me prends en main, je prends ma mairie, je m'en occupe. Chacun s'occupe de sa mairie. Voilà, donc moi je vais voir le maire, je vais lui exposer exactement ce qu'il est. Pour ça, on a quand même préparé les textes, on a préparé les lettres, on a préparé tout ce qu'il fallait. Je vais voir tous les commerçants et mettre les affiches, parce que c'est obligatoire. Tous les commerçants doivent avoir au moins une affiche chez eux qui indique à chaque fois que quelqu'un rentre qu'ils puissent voir clairement qu'il y a ce référendum prévu pour le 2 avril. Et je vais aussi voir avec les autres collègues du coin pour qu'on se retrouve tous les jours du marché, toutes les sorties le samedi dans les grandes surfaces pour distribuer à tous les gens des tracts, etc. pour vraiment que tout le monde soit informé qu'il y a ce référendum et puis qu'une population entière puisse décider si elle accepte cette dictature des politiciens ou si elle la refuse, et si elle la refuse, qu'est-ce qu'elle fait à la place. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle la transition, qui est un concept monté avec les avocats, qui est un concept monté avec des économistes, avec tout un tas de gens qui travaillent au Conseil national et qui ont permis qu'on ait tout un programme complètement élaboré qui va permettre que les Français décident de ce qu'ils veulent faire. Et là encore, même si une bonne part des idées, une bonne part des concepts peuvent venir de moi, quelle importance! Si vous avez demain un type qui arrive et qui vous présente pour la première fois, parce que ça n'existait pas encore jusque-là, vous présente une machine à laver, examinez à fond la machine à laver, voyez si vraiment ça lave le linge, voyez les défauts, voyez les qualités, examinez tout. Mais allez pas regarder le type qui l'a inventé, quelle importance! Celui-là, il compte pas. Le type qui a inventé l'aspirateur, ça peut être le pire des salopards, vous n'allez pas acheter votre aspirateur pour autant. Donc ce qui compte, c'est l'idée elle-même. Alors, ce que fait Thierry Casasnovas dans ses vidéos, etc., bah, c'est un concept et une idée absolument formidable. Un tas de gens vont consommer dans un verre l'équivalent de 6 ou 7 pommes, par exemple, qui va faire un grand verre de jus de fruits concentré. Or, qu'est-ce qu'ils font en buvant cela? Bah, ils font exactement... ils viennent complètement contrarier Monsanto et consorts, c'est-à-dire qu'ils viennent récupérer en un seul coup toutes les vitamines qu'habituellement ils auraient eues s'il n'y avait pas eu ces grandes entreprises qui détruisent l'agriculture. C'est-à-dire en clair, aujourd'hui toutes les études ont montré que les fruits et légumes n'ont plus que, on va dire, 5 fois, 6 fois moins de vitamines que ceux d'il y a 20 ou 30 ans. Alors donc aujourd'hui, si vous voulez avoir les mêmes vitamines que quand vous mangiez une pomme il y a 30 ans, aujourd'hui il faut en manger 6 ou 7. Et manger 6 ou 7 pommes, ben, c'est pas facile d'essayer, vous allez voir que c'est pas drôle, et puis il n'y a personne à qui ça vient dans l'esprit, c'est pas notre concept habituel. En revanche, grâce à Thierry Casasnovas, eh bien, il y a un tas de gens qui font maintenant régulièrement des jus et qui s'en portent extrêmement bien simplement parce qu'ils ont l'apport vitaminique normal au niveau de la santé, celui de l'homme. Eh bien voilà, peu importe Thierry Casasnovas lui-même, il apporte énormément à l'humanité. Et c'est ça qui compte, c'est son idée, c'est son concept, c'est sa présentation, c'est les recettes qu'il donne et que chacun peut vérifier, adapter, etc. Et tout cela, c'est la vie. De même que dans ce Conseil national de transition, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, mais il y a aussi un tas de chômeurs, il y a aussi des ouvriers d'usine, il y a aussi des retraités, il y a des cubénis, il y a des cubénis du musulmanisme, du christianisme, du judaïsme, et on s'en fout de tout ça. Il y a côte à côte, vous trouverez une vieille grand-mère bigote, et puis vous trouverez un petit jeune loupard de banlieue. Et puis ils s'entendent parfaitement parce qu'ils ont les mêmes valeurs morales, ils ont les mêmes fondements, ils veulent vivre bien, ils veulent que leurs enfants vivent bien, ils veulent que le futur soit beau, ils ont envie de retrouver la paix, la sérénité. Les concepts sont les mêmes, on a tous les mêmes concepts. Il n'y a que les politiciens qui ont des concepts opposés parce qu'ils servent d'autres intérêts. Mais nous, Français, on a tous les mêmes concepts, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit grand, qu'on soit petit, peu importe. Et donc,
je crois qu'il faut vraiment s'intéresser qu'à cela. On peut juger l'idée, on peut lire le programme, on peut lire la brochure, on peut lire tous les textes de ce Conseil national de transition. Il n'y a pas un seul dissident qui aujourd'hui encore a trouvé quelque chose à redire. Ça correspond à ce que tout le monde souhaite. Donc, comme on n'a ni tendance politique, ni tendance de quoi que ce soit, nous nous occupons que de cela. Est-ce que ça, c'est un conseil qui me va bien? S'il me va bien, eh bien, je fonce à fond dessus. Parce que moi, naïvement, au départ, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelques personnes assez informées. Eh ben, je vais prendre contact avec ces personnes-là, et puis on va tous ensemble faire quelque chose. Ben, ils vont tous envoyer promener. Tous, sans aucune exception. Tous, c'est moi, moi, moi. À savoir, il y a mon parti, il y a moi, il n'y a que moi qui compte, etc. Enfin voilà, on se retrouve dans des... Dès que vous faites quelque chose de bien, vous déclenchez les jalousies, vous déclenchez les envieux, vous déclenchez les haines. C'est quand même extraordinaire dans notre monde qu'il faut faire le mal pour être bien vu. Donc voilà, c'est sûr que quand j'avais 25 ans, que je roulais en grosse bagnole et que je pensais qu'à gagner le maximum de fric, ben, j'étais très aimé. Aujourd'hui, peut-être qu'on me déteste parce que je veux plutôt faire le bien autour de moi. Enfin, j'en sais rien. Je trouve que le monde tourne vraiment très mal. Et là, cette opportunité, elle est vraiment opportune, elle est assez exceptionnelle. Pour ce 2 avril de réussir ce référendum, je voudrais que les gens m'oublient. Et ne s'occupent que des textes, ne s'occupent que de réfléchir aux fondements juridiques qui sont bien exposés en langage très clair pour n'importe qui. C'est parfaitement exposé, qu'ils comprennent qu'on n'est plus du tout dans un état de droit, que le droit a été aboli en France, qu'il n'y a pas de justice, qu'on est vraiment sous la coupe d'une mafia. Et c'est vraiment la mafia sale, la pire. Et que si on continue comme ça, il n'y aura plus jamais un pédocriminel qui sera condamné. Si on continue comme ça, nos enfants seront donc toujours et partout en danger. Et... notre économie sera totalement détruite, notre santé c'est de pire en pire en permanence. Pourquoi est-ce que les gens nient des évidences absolues? Les États-Unis sont numéro 1 mondial en quantité de vaccins administrés aux jeunes enfants. Et ils sont numéro 1 mondial en autisme, en cancer, en toutes les maladies graves et en problèmes neurovégétatifs pour tous les enfants. Pourquoi tout ça ne sort pas en première page des statistiques des journaux? Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas informés? Pourquoi est-ce que les gens n'en tiennent pas compte? Et pourquoi nos politiciens voudraient passer de loi pour nous obliger, nous aussi, à vacciner nos enfants? Alors que déjà chez nous, avec les vaccins, on a une montée d'autisme et de cancer chez les jeunes qui est déjà aussi monstrueuse et qui fait déjà peur. Pourquoi est-ce qu'on a les métiers les plus nobles, ceux des gens les plus importants pour notre bien-vivre, pour notre bien-être, ceux de la santé, tous ces infirmiers, etc., qui font un travail et qui sont les plus maltraités de tous les employés du service public, ce sont les plus maltraités. Ils font des horaires épouvantables, ils sont payés une misère, enfin, il y a tout qui est mal. Tout. Et c'est mal pour eux et pour le patient. Le patient en subit forcément les conséquences. Et quand il y a 15 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, j'annonçais que les fonctionnaires les premiers qui allaient être dégradés seraient ceux qui ne sont pas utiles directement aux politiciens, parce que cela sert plutôt le peuple, à savoir donc la santé et l'éducation nationale. Eh ben, est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe? Aujourd'hui, 15 ans plus tard, on est exactement dans la situation que je décrivais. Et donc, je crois que vraiment, il faut se bouger pour le 2 avril, il ne faut pas s'occuper de qui lance ça, parce qu'il n'y a pas de qui. Le principe, c'est de mettre en place un conseil national composé de ces gens, d'un jeune, d'un vieux, d'un grand, d'un petit, d'un riche, d'un pauvre, de tous ces gens qui veulent simplement vivre bien en France et rétablir la justice. Mais la justice, pas seulement en tant qu'institution, la justice dans tout. Ce qui est juste de faire, ce qui est juste en matière de santé, ce qui est juste en matière d'éducation nationale, ce qui est juste en matière de comportement social. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ils sont 5000 politiciens et nous on est 65 millions, merde. Voilà, j'arrête là et peut-être qu'un jour ça me prendra à raconter ma vie, mais là je ferai une vidéo qui durera des heures. En attendant, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont tout d'un coup se dire, bah écoutez, moi je prends ma mairie, j'ai 2-3 copains à qui on va les donner des tracts, coller les affiches et tout, et que le 2 avril, ça peut être une réussite qui bouleversera le monde, parce que qu'un peuple, que par lui-même prend une initiative, un peuple de lui-même se responsabilise, des gens d'eux-mêmes se disent, ben voilà, je me charge de ma mairie, de mon coin, et que chacun fasse ça en France. Il n'y a que 36 000 mairies, on est 65 millions. Donc on peut très facilement le faire. Si on prend 4-5 personnes pour chaque mairie pour ensuite gérer les votes et tout le tralala, ça représente quoi? Ça représente 180 000 personnes, c'est tout. C'est rien, c'est rien du tout. Nous on est quelques milliers au CNT, on commence ces jours-ci,
Et je suis persuadé que s'il y a beaucoup de gens qui veulent bien réagir de la même manière, eh ben voilà, on n'aura aucune difficulté à être même beaucoup plus nombreux que nécessaire. Et donc à couvrir la France et à en faire un événement national. Et un événement qui va écarter une fois pour toute la mafia. Et qui la mettra vraiment au ras des pâquerettes. Et que le bien puisse enfin redominer le mal. Parce que c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut constater dans notre société. C'est le mal qui dirige la société. Toutes les lois ont été faites, etc., contre nous. Il n'y a rien de positif pour nous. Donc si on veut commencer à remettre du positif, si on veut commencer à rétablir le bien contre le mal, alors il faut vraiment qu'on se prenne en main et qu'on le fasse nous-mêmes. On ne va pas attendre des chefs de la mafia que ce soit eux qui arrivent avec leur bon cœur et qui... Non, eux ils pensent qu'à se remplir les poches et surtout celles de leurs maîtres. Donc les laboratoires pharmaceutiques, les banques et les grosses compagnies alimentaires. Parce qu'en plus à travers ça, ils nous contrôlent. Et si on les laisse aller jusqu'au bout de leur contrôle, ils feront de nous des esclaves. Voilà, je ne sais plus comment le dire. Je dis tellement de fois les mêmes choses, je me répète, et il y a un tas de gens qui doivent me trouver vraiment emmerdant et lassant de répéter les mêmes choses, mais bon, tant pis, voilà. J'ai fait une vidéo de plus, et cette fois-ci j'ai aussi parlé un petit peu de moi, donc je m'y connais un peu en matière d'économie, de gestion d'entreprise, d'audit, tout ce domaine-là, et je m'y connais assez bien aussi dans le domaine santé